Good, salut tout le monde. Aujourd'hui, on a un petit spécial avec Vincent Gelozo. On va faire un 8-10 minutes sur un sujet qui tient vraiment à cœur. Il a fait une note économique à l'Institut économique de Montréal. Il trouve qu'on n'a pas entendu parler. Fait que là, il faut qu'on vous en parle. Donc, c'est un peu le but de la chose. Vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. On parle de pauvreté, on parle d'économie puis de liberté économique, justement, comment les deux vont bien ensemble. Fait que Vincent, peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a dans le contenu de ta note, puis qu'est-ce que tu veux qu'on retienne surtout principalement de cette étude-là. En fait, l'étude avec l'Institut, c'est un résumé d'un article scientifique qui a été accepté dans le Journal of Institutional Economics. Est-ce que moi et mon co-auteur, James Dean, qui est le nom le plus cool de l'histoire de l'humanité, parce que c'est vraiment le vrai nom le nom complet de mon co-auteur. Ce qu'on fait, c'est qu'on a pris une base de données que le gouvernement du Canada produit, qui permet de suivre des gens à travers le temps. Puis on peut savoir à quel point, genre, les plus pauvres se sont enrichis pendant une période de 5 ans. Donc, en l'intérieur de 5 ans, est-ce que quelqu'un qui était dans le plus bas échelon de la société s'est enrichi plus vite ou moins vite que quelqu'un dans le top échelon de la société? Fait que ça Et, suit l'individu, si je comprends bien, plutôt que de regarder les pourcentages exactement. généraux. Exactement. Au lieu de prendre le bas 20 de la population, mais que tu as de nouvelles personnes qui s'ajoutent, disons des immigrants, ou que la population change juste parce que tu as de la croissance de la population, c'est le même groupe qui est suivi à travers le temps. On regarde leur évolution de ces individus-là dans la société canadienne en général. Donc, est-ce qu'ils ont plus de gains de revenus que d'autres personnes? Est-ce qu'ils grimpent l'échelle économique au Canada? Et ce qu'on voulait voir surtout, c'était est-ce qu'il y a une relation entre ces variables et la liberté économique, donc les mesures de distribution des revenus, euh, euh, en fait, les mesures de liberté économique, est-ce qu'il y a un effet sur, par exemple, la mobilité des gens les plus pauvres? Fait Et c'est qu'on a ça qu'on veut comparé savoir. avec Puis quand d'autres je dis pays, liberté, évidemment, là. non, on a utilisé les données des provinces, en fait. On OK. comparait entre les OK. provinces. Les provinces les plus économiquement libres avec les provinces les moins économiquement libres. Et on a fait des tests statistiques qui sont ce qu'on appelle des régressions, là, en forme de panel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la mobilité des gens dans le bas 10 de la société en Alberta, étant donné pendant cette période de 5 ans-là, la liberté économique dans cette société-là. Puis ce qu'on trouve très clairement, c'est que la liberté économique est super bénéfique pour les plus pauvres. En fait, la liberté économique a pour effet de permettre aux plus pauvres de grimper beaucoup plus qu'on réalise, et non seulement ça, mais de jouir de gains de revenus qui sont supérieurs à ceux des plus riches. Donc, tu prends les 10 des plus pauvres des gens qu'on a, puis sur toute la ligne, ils sont gagnants d'être dans une province qui a plus de liberté économique. On remarque-tu des fois des gens que, oui, ils avancent dans l'échelle économique, mais y en a-tu qui régressent aussi dans cette étude-là? On a des individus probablement qui ont reculé un peu au fil du temps. Bon, mais regarde, dans le plus bas 10 de la société, donc les 10 des gens les plus pauvres, tu as à peu près 90 des gens qui ont une augmentation de revenus sur 5 ans. Ceux qui ont des baisses de revenus, c'est généralement les gens en haut de l'échelle. Mais en haut de l'échelle, la liberté économique n'a pas d'effet sur leur changement de revenus. La liberté économique est particulièrement bénéfique pour les plus pauvres. Et particulièrement en passant les réglementations sur le marché du travail, pas juste pas juste l'indice de liberté économique en général, mais vraiment la liberté de travailler, d'entreprendre est vraiment importante pour le plus pauvre de grimper. C'est-tu des moyennes, vous avez regardé, ou c'est de passage d'une classe à l'autre, par exemple, d'un quintile, les gens qui étaient dans le premier quintile passent dans le deuxième quintile, des choses comme ça? Bon, on regarde trois choses. Le changement absolu dans ton revenu, la proportion de gens qui ont un gain de revenu et ce qu'on appelle la mobilité de décile. La mobilité de décile, en gros, si tu étais dans le bas de 10 le bas de 10 c'est le plus bas décile, de combien de déciles tu vas grimper après 5 ans. Donc, ton gain de revenu t'a permis, disons, de passer du plus pauvre 10 à, disons, classe moyenne. On veut savoir, c'est quoi l'effet de la liberté économique sur grimper les déciles, donc de se hisser dans l'échelle des revenus au Canada. Et ce qu'on trouve, c'est que le plus bas 10 était, énormément de mobilité sociale, donc en moyenne. Donc juste ça, c'est assez important. En moyenne, les gens dans le bas 10
monte environ de 2,5, entre 2 et 3 pour toutes les provinces. Le Québec, c'est à peu près 2,5 d'échelons plus élevés. Ça veut dire que la personne qui était le plus bas, 10% après 5 ans, en moyenne, se retrouve au milieu du quatrième décile, donc entre le troisième et le quatrième. Mais ce qu'on trouve, c'est qu'un point de liberté économique de plus, ça te fait sauter à peu près un dixième d'un décile. Puis pour donner une idée de l'importance de ça, là, tu prends la différence entre le Québec et l'Alberta, qui sont les deux provinces qui sont aux extrêmes des mesures de liberté économique. Et l'effet statistique qu'on trouve de la liberté économique, si le Québec avait le même niveau de liberté économique que l'Alberta, en moyenne, au lieu de sauter environ 2,5 déciles en moyenne, les Québécois les plus pauvres auraient sauté entre 2,8 et 3 déciles. Et non seulement ça, mais à travers le temps, le Québec, depuis 1982, a une baisse de mobilité sociale pour les plus pauvres. Mais s'il avait imité l'Alberta, il y aurait eu une augmentation depuis 1982. Donc, il y a un effet vraiment important de la liberté économique sur la mobilité sociale. Est-ce qu'il y avait eu d'autres études là-dessus, Vincent, qui ont été faites avant vous autres? Et si oui, est-ce que ce que vous amenez, ça vient contredire, valider ou aller un peu dans le même sens que ce qui avait déjà été fait? Non, il n'y avait vraiment pas grand-chose qui avait été fait. Il y avait un article d'un autre économiste qui s'appelait Christophe Boudreau, de l'Université de la Floride. Lui trouvait exactement la même chose qu'on trouve, mais pour des pays. Nous, on l'a fait à l'intérieur du Canada. Mais on est les premiers à tester directement l'effet de la mobilité sociale. Donc, il y a eu des tests indirects, donc il y a des articles indirects qui nous donnaient des bonnes raisons de croire qu'on trouverait ce qu'on a trouvé, mais on ne s'attendait pas à trouver quelque chose d'aussi fort que ça. Et ce qu'on trouve qui est fort, c'est que l'effet de la liberté économique est gigantesque, particulièrement en passant au titre de la liberté sur le marché du travail. Tous les résultats que je mentionne, si tu regardes juste le marché du travail, c'est deux fois l'effet d'être libre de travailler. Parce qu'il y a certaines composantes de l'indice des libertés économiques qui coupent dans des directions inverses. Donc, genre, les dépenses du gouvernement peuvent avoir un effet négatif pour les plus pauvres, mais ils peuvent aussi avoir un effet positif. Donc, les deux effets se contrebalancent entre eux, de la sorte que tu ne trouves rien sous cette égide-là, mais quand tu regardes juste l'égide de la liberté de travailler, la liberté d'entreprendre, il y a un effet super fort sur la mobilité sociale. Donc, c'est en fait juste un point de plus, by the way, de mobilité, de liberté économique de plus, fait que ton revenu augmente d'à peu près 4 plus vite, 4 points de pourcentage plus vite qu'il l'aurait fait autrement. Mais tu sais, on s'entend, là, la quantité de pauvres qu'on va avoir ou la ligne de pauvreté, mettons le premier décile, la ligne de pauvreté reste quand même assez stable dans le temps, va augmenter un peu évidemment à cause de l'inflation, des choses comme ça. C'est les gens comme ça qui ont jumpé des déciles, comme tu nous parles, ont été remplacés par d'autres personnes. Probablement des jeunes étudiants qui accèdent au marché du travail, probablement de l'immigration également. C'est-tu pas mal ça ou c'est carrément des gens qui ont déboulé l'échelle? Non, écoute, c'est exactement ce que tu viens de dire. Parce que ce qui se passe, c'est quand on regarde les gens, quand les gens regardent les inégalités, il y a un gros problème, c'est que tu as des changements dans la composition de la population. Et d'une part, il y a beaucoup de gens qui sont âgés, qui quittent la population travaillante, donc ils ont zéro revenu. Mais en réalité, ils ont une richesse accumulée qui est l'équivalent d'un revenu parce qu'ils vont juste retirer de la consommation qu'ils n'ont pas fait dans le passé, une plus grande proportion de la population qui devient étudiante, donc une plus longue période dans laquelle ils ne travaillent pas, donc ils rentrent plus tard sur le marché du travail. Quand tu ne tiens pas compte de ce qu'on appelle des biais de composition, quand tu ne tiens pas compte de ça, tu te retrouves avec une surestimation du lien entre inégalité et mobilité sociale. Donc, tu pourrais dire, regarde, j'ai vu les inégalités augmenter de 5 donc ça veut dire que la mobilité sociale a diminué de 5 Non, c'est pas ça que ça veut dire parce que tu as un biais de composition. Quand tu ajustes pour le biais de composition, tu peux soit essayer de faire un ajustement ou tu peux faire ce que nous, on a fait en suivant des gens directement, en évitant complètement le problème, pas en faisant des ajustements pour le problème, mais en l'évitant entièrement. Tu trouves que la liberté économique compte énormément
pour augmenter le niveau de vie des plus pauvres, mais massivement. C'est quand même court, 5 ans, on va s'entendre. Donc, ce que tu dis, là, c'est que même avec un niveau économique, un niveau de liberté économique un peu moindre, le Québec, il y a quand même une ascension sociale qui se fait. Tu dis que tu sautes à peu près 2,5 déciles sur une période de 5 ans. C'est quand même majeur, là, je veux dire, comme avancée pour quelqu'un qui était au bas de l'échelle. Ça vient pas un peu justement détruire l'argumentaire pour un salaire minimum à tout prix très élevé? Parce que ce qu'on se rend compte avec ce que tu nous dis là, moi, c'est la journée qu'un jeune étudiant rentre sur le marché du travail qui fait partie du premier décile de par sa nature, il se ramasse assez rapidement déjà dans le troisième décile au bout de 5 ans. Ça, c'est un pattern moyen, un pattern normal généralement. En fait, c'est que juste avant que Vincent réponde, ce qui est un peu sous-entendu avec le débat sur le salaire minimum, c'est qu'en fait, il n'y en a pas de mobilité sociale. Puis c'est pour ça qu'il faut le hausser tout le temps, parce que sinon, les gens restent stackés où ils sont. Mais ce que Vincent raconte, c'est complètement l'inverse de ça. Non, il y a très peu de gens qui restent au salaire minimum très longtemps. Je me souviens, il y a quelques années, on avait regardé, quand j'étais à l'Institut, à peine 5% des gens au salaire minimum restent plus qu'un an au salaire minimum. C'est quand même poche pour ces gens-là. Mais l'effet du salaire minimum n'est probablement pas sur les gens qui travaillent, qu'on l'observe, sur les gens qui ne peuvent pas avoir accès au premier travail que l'effet est le plus important. En fait, dans l'article, pas dans la note de l'IADM, mais dans l'article scientifique, on parle justement un peu du salaire minimum. On souligne que le salaire minimum a une grosse partie de l'effet sur les gens les plus pauvres. Il y a un effet disproportionné du salaire minimum contre la mobilité sociale parce que ça empêche à des gens justement d'avoir accès à un premier métier, d'avoir accès à un premier emploi. Donc, il y a un effet négatif. Ceci dit, la chose, je pense, la plus importante, c'est que c'est quand tu regardes, je pense, moi, ce qui m'a surpris là-dedans, c'est que le Québec a moins de mobilité sociale que l'Alberta. Moins de mobilité sociale que la Saskatchewan et depuis à peu près 5 ans, moins de mobilité sociale que le Terre-Neuve. Oh. Ça, c'est moins le fun. Ça, c'est moins le fun. Mais c'est vraiment impressionnant à quel point on sous-estime, on surestime à quel point le Québec est un endroit égalitaire. Le Québec est un endroit qui apparaît plus égalitaire probablement juste parce qu'il est plus stagnant, alors que l'Alberta, avec plus de dynamisme, avec plus d'immigrants, plus de gens qui se déplacent là, tu as des plus gros biais de composition qui nous donnent l'impression que c'est des endroits qui sont durs sur les gens en bas de l'échelle. Mais quand on suit les gens en bas de l'échelle, puis on regarde comment est-ce que les gens en bas de l'échelle en Alberta comparent avec les gens en bas de l'échelle au Québec, l'Albertain moyen performe massivement mieux. Là, j'ai une question pour toi. Là. Tu dis que votre papier n'a pas eu l'effet escompté d'un point de vue médiatique parce que ça a été une note de l'Institut économique de Montréal. Tu dis aussi que c'est un article scientifique. Donc, il a été publié dans une revue. C'est basé sur un... Oui, fait qu'on a fait un résumé de nos gros résultats dans la note pour l'Institut, moi puis James. Mais ça, cet article-là, vous l'avez fait, toi puis James, dans le fond. Il a été publié dans une revue économique. Il a été accepté dans une des bonnes revues qui s'appelle Journal of Institutional Economics, qui est une revue qui se spécialise dans la relation entre ce que tu pourrais appeler des outcomes en général, des effets socio-économiques et des institutions, donc droit de propriété, réglementation. Et non seulement ça, mais c'est un journal qui publie énormément sur ce sujet-là. Et on est vraiment les premiers à le faire d'une manière, ce qu'on appelle en fait, bien vite. Généralement, les gens utilisent ce qu'on appelle des cross-sections. Fait que tu utilises des estimés de la mobilité sociale intergénérationnelle, donc père versus fils, pour une multitude de pays. Nous, ce qu'on a, c'est à l'intérieur d'un pays, sans égard au statut de ton parent et à très court terme. Et ce qu'on voit, c'est qu'à très court terme, il y a énormément de mobilité ascendante. Et ça, c'est très rare qu'on a des données comme ça, mais le Canada a ces données-là, très faciles à utiliser, très facile à employer. En fait, James et moi, on prépare des follow-ups sur ça en utilisant les mêmes données pour ce qu'on appelle les durées de pauvreté. Donc, combien de temps tu restes sous le seuil de pauvreté
par province en fonction de la liberté économique, mais on veut regarder aussi l'effet du salaire minimum sur ça. C'est des données super utilisables. Ce qui est un peu pathétique, c'est que nous, on est les premiers à le faire alors que c'est juste là disponible. Moi, c'est plus ça qui m'a surpris, c'est qu'il y a beaucoup de gens, si c'était si facile à faire que ça comme test, ceux qui ne l'ont pas fait avant nous, c'est parce qu'ils ne voulaient juste pas essayer de regarder s'il y avait quelque chose. Surtout que c'est un argument qui est souvent avancé de manière théorique sans être très validé. Mais tu vas trouver 50 000 articles qui vont dire que les inégalités réduisent la mobilité, mais la contrepartie, l'effet mitigateur des institutions, personne ne veut le tester, même si c'est super facile. Ça va un peu à l'inverse de ce qu'on raconte souvent sur le fameux filet social. C'est que dans les places où il y a plus de liberté économique, il y a moins de programmes sociaux, il y a moins de filets sociaux, puis à cause de ça, les gens pauvres sont dans la misère, puis ils sont de la misère à rejoindre les deux bouts. Mais ce que tu racontes, c'est pas un peu l'inverse. Il y a un article qui était dans ceux qui nous précédaient, qui était vraiment déprimant. Eux, ce qu'ils trouvaient, c'était que les endroits qui avaient des hautes libertés, qui avaient des hauts niveaux d'inégalité, adoptaient des institutions moins libérales, mais ce que ça faisait, c'est que ça augmentait les inégalités. Donc, tu avais une sorte de cercle vicieux. Donc, eux avaient une sorte de méthode qui permettait de casser la quadrature du cercle de causation, peut-être d'entrer dans le jeu puis savoir où est-ce que c'est l'œuf ou la poule. Ils étaient capables de savoir lequel des deux était en premier. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que si tu as plus d'inégalités, tu vas avoir des institutions de moins bonne qualité, mais ça, en conséquence, ça va te causer plus d'inégalités, alors que les endroits qui ont des bonnes institutions vont avoir moins d'inégalités. Il est disponible depuis combien de temps, ton dataset? Parce que tu dis que tu trouves ça pathétique que personne n'ait fait la recherche, puis c'était facile d'accès, mais ça fait combien de temps que c'était accessible? StatScan le met sur son site public que tu n'as pas besoin de contrat d'accès des données, tu n'as pas besoin d'être un chercheur. En fait, tu n'as même pas besoin d'être un chercheur universitaire pour avoir accès à ces données-là, parce que tu as des endroits où est-ce qu'il faut que tu aies ce qu'on appelle dans les research, les RDCs de Statistique Canada, là, tu as accès aux données de base. Mais celles qui étaient nécessaires pour faire le test que nous, on a fait, sont disponibles sur le site public CanCim, qui est la base publique là, que tout le monde peut accéder super facilement. Donc, on est vraiment les premiers à l'avoir fait. C'était vraiment des choses qui ont été faciles. Ça nous a pris une semaine pour assembler toutes les données de tous les différents. En fait, ça a été plus difficile d'assembler les variables de contrôle parce qu'on tenait compte de l'activité économique dans la province, les ressources énergétiques. On faisait des contrôles pour des choses qui n'ont aucun rapport avec la liberté économique. L'éducation dans le passé. Et ce qu'on trouve, c'est qu'après que tu aies contrôlé pour rendre des pommes comparables avec des pommes, liberté économique compte pour beaucoup plus. Puis c'était facile à faire. Là. Ça nous a pris une semaine pour faire les tests, une semaine pour écrire l'article. On l'a soumis à des conférences, on a obtenu des commentaires, on a fait le tour des conférences académiques, puis on a eu des petites manières d'améliorer l'article à la marge. Puis on l'a envoyé, il a été accepté au premier coup à ce journal dont je mentionne que je mentionne depuis tantôt. Puis dis-moi, il y a un journaliste à quelque part qui en a parlé de votre article? Hein? Non. Zéro. Ça m'a vraiment. C'est la première fois que ça m'arrive avec l'Institut. Généralement, chaque fois que je sors quelque chose avec l'Institut, il y a toujours une bonne run de lait dans les médias. Cette fois-ci, il n'y a personne qui a voulu en parler. Donc, honnêtement, ça m'a fait de quoi un peu, mais c'est un résultat qui est incroyable, selon moi. C'est probablement la note que j'ai publiée qui est la plus importante pour l'Institut parce que ça montre l'importance du premier principe qu'on parle à l'Institut, c'est que une société de marché est une société qui ouvre la porte davantage aux plus pauvres qu'aux plus riches, surtout que ça ne protège pas les plus riches dans leur statut, dans leurs privilèges. Des gens qui sont en bas de l'échelle peuvent les mettre au défi. Donc, sur le premier principe, cette note-là était incroyable. Surtout que c'était, contrairement à ce qu'on faisait dans le passé à l'Institut, où est-ce que c'était souvent des choses qui étaient faites à l'Institut par des chercheurs de l'Institut, mais qui n'étaient pas basées sur qui consistaient uniquement des articles scientifiques. Là, c'est l'article scientifique qui a motivé la note. C'est la première fois que ça arrive et ce qui est triste, c'est que ça n'a pas eu l'attention qu'on s'attendait. Parce qu'on s'entend, l'Institut économique, il y a beaucoup de choses qui sont publiées, que ce n'est pas nécessairement des articles scientifiques, justement. Il n'y a pas le peer review qui vient avec tout le volet académique de la chose.
Il y a un peer review à l'Institut. Mais pas de la même façon qu'on donne le monde académique, on s'entend. Non, c'est le même type de peer review qu'à l'Institut. Okay. Oui, les gens ne savent pas ça, mais souvent, on envoie des notes aux chercheurs externes. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que la personne essaie de faire un résumé de ce qui existe à l'extérieur. Okay. C'est rare qu'on fait des tests nous-mêmes à l'Institut, qu'on faisait des tests nous-mêmes à l'Institut. Et on a commencé récemment, mais moi, j'ai commencé à proposer souvent à l'Institut, quand je fais des articles scientifiques, de voir s'ils veulent que j'écrive une note basée sur ça qui a tout fait pratique, un résumé de mon propre article scientifique qui lui, été publié dans un journal. Oui, parce que tant qu'à avoir fait la job, je veux dire, faire un résumé de ça, c'est super facile pour toi, là, on s'entend? Yep. Ah, mais écoute, sérieux, c'était vraiment intéressant. Moi, évidemment, je bug avec le bout de la fin, là, où est-ce que tu as réussi à avoir aucun exposure médiatique pour une note qui est bien recherchée, avec du data québécois-canadien, qui a une influence quand même, qui pourrait avoir une influence sur le débat public. Là. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui... On se fait casser les oreilles avec ça dans les médias, que faut être plus égalitaire, faut faire plus de lois, faut faire plus de redistribution de richesses. Puis là, la note vient un peu comme casser un peu le parti de tout ça. Dire, il y aurait vraiment des beaux débats à faire avec ça. Tu sais, c'est une chose, je pense, qui n'allait pas beaucoup de reach. C'en est une autre qu'elle n'allait pas été du tout citée dans les médias québécois. Là. Ça n'a pas rapport. Normalement, on devrait en parler. Là. Mais écoute, mais non seulement ça, mais ça fait plusieurs articles que je publie sur la question de la mobilité sociale et de la liberté économique. Mm-hmm. Un autre que j'avais publié avant, ça montrait justement que quand tu faisais une concurrence sur des approximations de mobilité sociale entre l'effet des inégalités et l'effet de la liberté économique, dans les pays excessivement libres, la liberté économique a des effets plus importants que l'effet des inégalités sur l'ascension. Donc, ça élimine l'effet d'être né dans une position socialement défavorable. Ça neutralise à toute fin pratique les effets d'être né sans un privilège de la richesse, parce que la liberté économique ne protège pas à toute fin pratique des gens dans un privilège de richesse. Tu peux le perdre si tu es riche, alors que l'absence de liberté économique renforce l'effet négatif des privilèges. C'est-à-dire que tu as non seulement un privilège de par ta naissance, mais tu as un privilège de par le droit qui t'empêche d'être mis au défi par des challengers qui pourraient être notamment des challengers au bas de l'échelle des revenus. Il n'y a pas de noble. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de noble, il n'y a pas de monopole, il n'y a pas de société qui reçoivent des droits de faire X ou Y contre les concurrents. OK. Écoute, c'est super intéressant, Vincent. Du coup, je pense qu'on va le laisser tel quel dans le trio économique, mais Frank va faire un résumé peut-être de juste quelques questions pour faire un 8 minutes punché. Écoute, ça serait super. Moi, comme je dis, les gens devraient savoir c'est quoi ça. Là. Oh, absolument. Mais surtout quand on n'a pas la chance d'avoir 2000 personnes là, qui font des recherches au Québec avec un contenu de qualité puis qui acceptent de le vulgariser comme toi tu fais et d'amener des exemples des fois un peu plus concrets. Fait que, c'est quand même, je pense qu'on a intérêt à profiter de ça parce que des études, les fameux articles de journaux là, avec selon les experts et selon les scientifiques, là, moi, ça me fait tout le temps un peu capoter quand je vois ça. Là. Moi, c'est qui ces experts-là, c'est qui ces scientifiques-là? Je veux savoir qui a dit quoi, qui a fait quoi. Là. Moi, les affaires d'autorité, ça me tombe ses nerfs un peu. Là, puisqu'on passe dans la section pure trio, là, c'est-à-dire c'est des sections là, pour les gens qui sont sur Patreon et les gens qui vont nous écouter dans 4 semaines, cet argument-là, là, les experts qui se prononcent, ça m'énerve tellement comme argument parce que c'est effectivement, comme tu dis, un argument d'autorité, mais aussi, c'est pas la nature de la science. C'est-à-dire, c'est tout à fait possible pour genre un épidémiologue, épidémiologiste, ça a été difficile de le dire, celle-là, d'avoir absolument raison sur l'aspect scientifique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune conclusion de politique publique qui est valide à partir de ça. L'exemple classique que je donne à mes étudiants quand je donne le cours, par exemple, de théorie micro au doctorat à la maîtrise, je leur dis c'est techniquement possible, par exemple, pour les pesticides, de réduire le cancer. Parce qu'en laboratoire, on va trouver que les pesticides, effectivement, augmentent le cancer. Donc, tu as un effet très clair que consommer davantage d'aliments
qui ont des résidus de pesticides va avoir des effets délétères sur la santé. Cependant, ta fonction de maximiser ta santé personnelle n'est pas uniquement affectée par la présence de cancérigènes sur la nourriture, mais sur la quantité de nourriture que tu manges. Si les pesticides réduisent le prix des aliments, ce qui te permet d'en demander plus, tant et aussi longtemps que l'effet sur la baisse des prix par les pesticides est supérieur à celui des pesticides sur ta santé directement, techniquement, c'est tout à fait possible pour des pesticides de réduire les cas de cancer. Parce que, juste pour simplifier ce que tu viens de dire, dans le fond, grâce aux pesticides, mes légumes coûtent moins cher, je mange plus de légumes. Naturellement, j'ai une meilleure santé. Parce qu'avec des légumes plus chers, j'en mangerais moins. Donc, c'est mieux de manger des légumes avec pesticides que de ne pas manger de légumes. Exactement. Ça va la même logique pour les OGM aussi, by the way. Mais tu vois, là, tu vois, c'est que ce qui se passe, c'est que tu as deux experts qui vont se discuter ici. Tu as l'expert économique, tu as l'expert en épidémiologie ou, dans ce cas-ci, dans les études du cancer. Donc, des gens qui sont des chercheurs cell en santé. biologists. Des chercheurs en santé, j'allais dire des cell biologists probablement. Mais ces deux-là ont absolument raison l'un et l'autre. Mais si tu t'arrêtais à un tout seul, tu pourrais arriver avec, disons, si tu écoutais juste l'économiste qui dit, ben, c'est possible qu'il y ait ce contre-effet, là, tu dis, ben oui, continue d'utiliser des pesticides, alors que si tu écoutais juste l'autre, il dit, n'utilisez aucun pesticide. Alors qu'en réalité, l'interprétation d'un fait social d'un fait scientifique nécessite tellement d'experts différents pour arriver à une interprétation valide que tu ne peux pas dire les experts. Parce que ça, non. À moins que si tu dis les experts disent, si tu te concentres juste sur la validité d'un fait, fine. Mais si tu te mets à dire les experts pour parler à une réponse de politique publique, tu es dans le champ. Tu deviens facilement dans le champ. C'est pour ça que les gens, peut-être les gens n'ont pas remarqué, mais tu dis souvent quand tu parles, toute chose étant égale par ailleurs. Ça veut dire que si je ne prends pas en considération, mettons que tout le reste comme ça, bien, ce que je viens de dire, c'est ça. Mais pour prendre un exemple un peu caricatural sur ce que tu viens de dire, c'est un peu comme si on demandait, mettons, à un groupe de médecins et de nutritionnistes, si les enfants faisaient 5 heures de sport par jour à l'école, au lieu de faire des maths, du français, tout ça, est-ce qu'on réduirait l'obésité chez les jeunes? Ben, clairement, la réponse, c'est oui. Oui. Ils disent, ben, selon ce comité de médecins, gens de la santé publique, nutritionnistes, experts du sport, nommez-les toutes, là, ils sont venus à la conclusion que dans presque 100% des cas, là, quand on augmente la quantité de sport à 5 heures par jour, on réduit de 98% le taux d'obésité chez les jeunes. Ouais, il y a juste un problème, c'est qu'après, ils sont rendus illettrés puis ils sont plus capables ils savent plus compter, ils ne savent plus rien faire. Parce que le but de l'école, c'est pas juste de jouer au ballon chasseur, c'est d'apprendre des choses. Fait que c'est pour ça que oui, les trucs scientifiques ou les groupes peuvent dire des affaires qui sont très vraies. Par contre, quand tu arrives pour appliquer ça, évidemment, ça n'a plus de lien avec la réalité. C'est comme quand tu disais, ouais, là, tel épidémiologiste, là, lui, il est formel. Si on fait, mettons, un confinement total pendant 3 mois puis personne ne sort de chez eux, on va limiter la propagation. Ouais, no shit. Hein? Mais oui, c'est sûr que si les gens n'ont plus aucun lien entre eux, Chris, il n'y aura pas de propagation du virus. Je pense que tout le monde a compris ce concept-là. En fait, c'est drôle parce que quand tu avais des gens qui se faisaient attaquer sur bon, on va diviser les catégories de critiques au confinement. Tu avais les clowns, OK, qu'on va les mettre dans un grand sac, qui avaient leur équivalent, soit dit en passant, du côté pro-confinement. Mais tu avais une position anti-confinement qui était, c'est des politiques qui vont probablement réduire le taux de reproduction, qui vont probablement sauver des vies, mais il y a un coût de long terme, un coût de court terme qui fait en sorte que peut-être ça serait mieux de faire d'autres choses que des confinements, que peut-être ce serait mieux de juste accélérer la recherche pour les vaccins. Tu avais des gens au début de la pandémie qui défendaient justement de dire, regarde, injectons voici le coût économique des confinements, injectons des fortunes colossales dans la recherche au vaccin et permettons au vaccin d'être accessible super rapidement. Et ça, en fait, le contrefactuel est assez clair que
le vaccin aurait pu être facilement disponible au puis... mois de mai 2020. Parce qu'ils avaient fait le imaging de la séquence d'ARNA. Le séquençage était fait en février, je pense, la date qui était mentionnée. Les vaccins étaient déjà en recherche très rapidement. Si des trucs comme le FDA ou l'équivalent canadien avaient permis ce qu'on appelle on your own risk basis, c'est-à-dire des trials. En fait, l'autre nom, c'est des rolling trials. C'est-à-dire que des gens qui sont conscients que ce n'est pas 100% testé encore, mais veulent quand même l'essayer. C'est leur corps, leur. En fait, c'est drôle comment. Je pense qu'il y aurait eu du monde qui aurait embarqué aussi. Hein? Oui, probablement. Puis non seulement ça, mais si tu avais eu ce rolling trial-là, tu aurais probablement eu plus de confiance des gens à l'égard du vaccin, justement parce que ça serait arrivé assez vite. Donc, j'ai vraiment... Il y avait une autre théorie qui était... Moi, c'est celle que j'utilisais le plus quand je parlais pourquoi les confinements... Tu sais, au début, le confinement d'urgence, j'ai embarqué dedans. Parce que, écoute, on parlait de 4% de mortalité, là. C'était grave. Là. Quand les vrais chiffres ont fini par sortir, tu fais « Oh, OK, t'as peu. Là. Il y a moyen de faire des choses, puis oui, il faut faire attention à la propagation, tout ça. » Puis, à un moment donné, moi, ce que je disais, c'est si vous mettez des règles par-dessus des règles, par-dessus des règles, par-dessus des règles, les gens vont arrêter de réfléchir, les gens vont arrêter de comprendre ce qui se passe, vont arrêter de prendre leur distance volontairement, de mettre des masques volontairement. Donc, quand on enlève tout l'aspect volontaire et on tombe dans l'obligatoire, qu'est-ce qui va arriver? Bien, on va créer une réticence, on va créer un manque de confiance, on va créer même des gens qui vont se braquer. Là, au niveau psychologique, l'explication ou la pédagogie, à mon avis, à long terme, était plus payante que l'obligation. Oui, puis écoute, je pense que le meilleur exemple de ce que tu dis, là, que pédagogie works better, c'est... quand tu regardes comment les gens parlaient des mandats de porter un masque en public, c'est tout à fait clair que quand on fait des tests en laboratoire, même avec des masques, pas juste les N95, même des masques standards ont un effet de réduction assez clair. Donc, des masques en coton, par exemple, ont un effet de réduction sur la propagation de la maladie. Cependant, les tests en laboratoire, ce n'est pas des tests qui tiennent compte du changement de comportement. C'est des conditions. Non, juste. Non, mais imagine-toi que demain, je passe un mandat sur l'utilisation du masque. OK, arrêtez de se laver. Mais c'est possible que. Non, mais même là, plus simple. Si, disons, moi, je ne sais pas qui d'autre va porter le masque, je vais maintenant. En fait, la manière dont je le dirais, c'est avant que le masque soit devenu obligatoire, je faisais un nombre très restreint d'activités pour limiter mon exposition au risque. Là, tu me dis que tout le monde va devoir porter le masque. Chaque activité va maintenant être moins risquée, mais je peux maintenant aussi commettre davantage d'activités de telle sorte que si mon élasticité au risque réduit est plus importante que la réduction de risque par activité, c'est tout à fait possible qu'au net, tu aies un effet pervers plus grand que auparavant. Mais ça s'est vu. Ça s'est vu, en fait, Vincent, quand tu rentrais dans les commerces, la journée que les masques sont vraiment devenus obligatoires, le lavage des mains et la distanciation sociale a commencé à se tasser pas mal. J'avais lu une étude là-dessus au début sur justement l'effet du masque dans la population générale. Puis il y en avait une qui avait été faite au Japon. Puis ce qu'il disait là-dedans, c'est que en fait, l'effet a été mesuré sur quand, mettons, quelqu'un qui est malade porte un masque dans la population. Puis dans le fond, ce qu'il disait, c'est que quand tu te promènes quelque part puis que tu vois quelqu'un qui porte un masque, les gens, naturellement, vont avoir tendance à s'éloigner de cette personne-là. Par exemple, ils ne vont pas l'approcher, ils ne vont pas aller la voir pour y parler nécessairement, puis ils vont ils vont modifier leur comportement. Par contre, ce que ça disait là-dedans, ça ne le disait pas explicitement, mais ce que tu comprenais, c'est que cet effet-là, un coup que tu généralises la pratique à tout le monde, là, c'est un peu ça qui est l'argument à base quand les gens disaient « Ouais, c'est comme un faux sentiment de sécurité », parce que, justement, comme tout le monde le fait, là, tu arrêtes de modifier ton comportement et tu arrêtes de prendre la personne qui porte ça pour quelqu'un qui pourrait être potentiellement dangereux, mais comme quelqu'un qui est comme toi, qui le fait par obligation. Donc, la manière dont ton comportement est modifié est différente. Là.
Puis ce que je disais au début, les gens vont arrêter. La pédagogie, pourquoi on devrait plus utiliser ça? C'est qu'à un moment donné, les gens vont arrêter de réfléchir, tout ça. Ben, pouf, Guylaine Tanguay est apparu. Non, mais tu sais, je veux dire. C'était pas correct de rire d'elle. Ah, arrête, c'était drôle. Là. Ouais, c'est gratuit. Non, c'était pas gratuit, elle l'a dit elle-même. Tu sais, je veux dire, mais elle est très représentative, sérieusement. Elle est très représentative du phénomène qu'on est en train de parler, Vincent. Puis c'est candide de sa part, puis honnêtement, c'est bien correct. Là. C'est juste que c'est devenu viral. Mais quand elle a dit ça, moi, ce que j'ai entendu, c'est effectivement la réponse. Puis le nom du mécanisme qu'on parle, ça s'appelle Peltzman. C'est le Peltzman Effect, c'est-à-dire que c'est connu depuis les lois sur genre la ceinture de sécurité que les économistes n'arrêtent pas d'étudier. C'est oui, par exemple, forcer l'utilisation de la ceinture de sécurité réduit le nombre d'accidents, réduit la mortalité à chaque accident, mais parce que tu sais que tout le monde est plus sécuritaire maintenant, on prend un petit peu plus de risques quand on conduit. Donc, il y a une augmentation du nombre d'accidents. La question, lequel des deux domine, ça dépend. Il y a des situations dans lesquelles on trouve que le Peltzman Effect est trop petit, mais il est toujours présent. C'est juste que des fois, il est très petit. Donc, au net, l'obligation est bénéfique. Mais ici, dans le cas du masque, on ne le sait pas encore. L'affaire, c'est que tu as des endroits, il y a un article qui a montré qu'il y avait un Peltzman Effect qui était plus grand que la réduction de risque. Tu en as d'autres qui ont montré que le Peltzman Effect était trop petit. Mais, je veux dire, quand ils disent les experts, parce qu'on va revenir à ce qu'on essaie de dire, quand ils disent les experts, ils ne peuvent pas le savoir d'avance, c'est quoi la réaction comportementale que les gens vont avoir. C'est tout à fait possible de croire. Disons que tu avais 40 000 études qui ont été faites sur le Peltzman Effect, sur la réaction, disons, puis tu trouves qu'il y en a une sur les 40 000 que l'effet est plus gros que l'autre. Ben là, tu te dis, OK, d'accord. C'est très probable que là, avec un certain degré de certitude, forcer le masque, c'est utile. L'affaire, c'est qu'on n'avait aucune de ces données-là. On n'avait aucune de ces données-là. On n'avait pas un tel niveau de certitude. Puis on a parlé avec tellement d'agressivité de qu'est-ce qu'il fallait faire, alors que ça aurait pu être contre-productif. Puis il n'y avait personne qui essayait d'avancer la possibilité que ça soit contre-productif. Ouais. Ces études-là n'arriveront jamais, Vincent, pour la simple et bonne raison. Je t'explique que toute chose étant égale par ailleurs est impossible à atteindre dans cette situation-là. Qu'est-ce que je veux? Vrai. C'est pas non, vrai. Mais attends un peu. Laisse-moi finir ma phrase. Tu peux faire des tests pour faire ça. Laisse-moi finir ma phrase. C'est parce que je vais te donner ce que j'ai en tête, par exemple. Au début de la pandémie, les gens sont très obéissants aux nouvelles recommandations parce que le niveau d'anxiété par rapport à sa propre vie ou à sa propre santé est relativement élevé. Au fur et à mesure qu'avance la pandémie puis que le nouveau data sort, puis selon la configuration psychologique de la personne aussi, cette anxiété-là a tendance à diminuer. Moi, par exemple, la journée que le data sort de l'Institut Pasteur sur le taux de mortalité réel selon l'âge, mon niveau d'anxiété est tombé dans la toilette. Là. Tu sais, ça fait « Holy shit! OK, ça ne me concerne pas tant que ça, encore moins mes enfants. » La seule anxiété qui est restée, c'est par rapport à ma mère, par exemple, ou à mon père. Quand les enfants venaient en contact avec eux, parce que j'avais ce data-là en tête, ben là, tu sais, l'anxiété est encore un peu là. Les petits gars, faites attention, grand-maman, on ne sait jamais, nanana. Mais évidemment, quand les vaccins sont arrivés, ben là, l'anxiété a diminué encore plus. Parce que là, tu te dis, là, les gens sont vaccinés, donc le niveau d'anxiété a changé. Donc, c'est la même personne à plusieurs points dans le temps, avec des anxiétés diverses pour son analyse, si tu veux. Mais le comportement change à ce moment-là, au fil du temps, pour la même chose. Tu as peut-être des façons de contrôler ça. C'est l'affaire c'est quand même assez tough, là, on va s'entendre. Là, parce que ça, c'est... Moi, par exemple, je sais que c'est très clairement le tableau de l'Institut Pasteur qui a fait baisser mon anxiété d'une manière dramatique. Mais ça, l'affaire, c'est que je ne suis pas le seul. Là. Puis, je veux dire, c'est pas pareil pour tout le monde. Là. Moi, ça prenait des chiffres. Il y a des gens que ça prenait une exposition au risque avec des amis, des choses comme ça pour que l'anxiété baisse. Fait que on est tous un peu différents de ce côté-là, mais on n'est pas la même personne au fil du temps. Fait que Effectivement, tu peux. Si ta question, c'est que tu ne peux pas avoir un contrefactuel parfait, c'est vrai, mais tu peux avoir des contrefactuels suffisamment proches pour arriver au moins à des idées générales. Donc, je ne suis pas sûr que je serais aussi négatif, mais tu n'as pas tort. En gros, là, tu as bien fait de me laisser. J'ai bien fait de te laisser finir. Mais ça ne veut pas dire, par contre, que tu ne peux pas essayer d'arriver à une idée approximative. Ce qui m'énerve plus
quand on dit les experts, on dit que c'est tellement difficile de considérer la multitude de faits qui coexistent ensemble, mais qui mènent à des différentes recommandations de politique publique. C'est vraiment difficile de naviguer tout ça. Il y en a qu'on est assez certain, il y en a que la convergence entre ces faits-là est assez claire. Donc, on sait par exemple que, disons pour le vaccin, pour la gestion de la COVID, le niveau de confiance interpersonnelle est super efficace pour faire en sorte que la distanciation sociale fonctionne. C'est clair dans tous dans tous les tests naturels qu'on fait en laboratoire que la distanciation sociale, ça fonctionne. Mais on sait aussi que la confiance interpersonnelle fonctionne très, très bien. D'avoir des carènes puis des gens qui ostracisent les mauvais comportements, ça a un effet positif sur en fait, ça réduit la propagation de la maladie, ça a l'air de réduire la mortalité. Il y a des choses qu'on est assez certain comme cette catégorie-là, mais il y a des choses qu'on est beaucoup moins certain de c'est quoi l'effet. Donc, on est certain que les vaccins ont un effet, mais est-ce que le mandat de vacciner, donc de forcer la vaccination, le passeport vaccinal a vraiment un effet? C'est possible que l'effet Peltzman, par exemple, que je mentionne depuis tantôt, fait en sorte que des gens font plus d'activités parce qu'ils disent, regarde, j'ai le passeport, je peux en faire plus. Ils commettent plus d'activités, donc le R, le taux de reproduction a plus de chances de grimper au-dessus de 1 parce que tu as plus de contacts. Puis il suffit qu'il y ait juste une personne dans la salle pour qu'il y ait une propagation. Donc, c'est possible qu'au final, le passeport vaccinal ait même l'effet contre-productif, mais on ne le sait pas. C'est possible qu'il y ait un effet productif, qu'il y ait un effet contre-productif. La vraie étude sur le passeport, c'est est-ce que le bénéfice, s'il y a un bénéfice, parce qu'au Québec, là, le passage du passeport vaccinal, c'est d'amener à peu près le taux de vaccination de 87 à 91 là, ça a été ça l'effet net, là, si on lui accorde un effet net. Ouais. On va se le dire. Est-ce que ce bénéfice-là, de 87 à 91, qui pourrait être qualifié de marginal. Est-ce qu'il est mesurable? Est-ce que, parce que c'est très mesurable, effectivement, est-ce que ce bénéfice-là justifiait le coût qui est une atteinte aux droits et libertés? Bien là, y a-t-il un débat scientifique à faire là-dessus? Là? Non, mais attends une minute, là, c'est encore pire, là, parce que là, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens d'apporter une dimension normative dans la discussion. Tu as remarqué que dans tous les commentaires que j'ai faits jusqu'à maintenant, j'ai comme accepté la norme morale que l'autre côté a l'air de vouloir défendre. Dès que tu embarques l'idée, parce que tu pourrais avoir quelqu'un qui va juste ouvertement admettre que la liberté pour lui, c'est pas important dans un contexte de crise. Ils vont dire dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était correct de brimer la liberté des journalistes. Et c'est un argument moral, je ne suis pas d'accord. Ouais, c'est difficilement justifiable comme point de vue, par contre. Mais difficilement justifiable pour nous, on est trop libertariens. C'est sûr qu'on n'est pas d'accord avec ça. Non, mais avec quels arguments rationnels tu justifies ça, par exemple, de dire que c'est normal, là, en temps de crise, un journaliste là, qui ferme sa gueule. Je veux dire, OK, mais sous quel principe, sur quelle base? J'ai de la misère à me. J'ai bien beau essayer de faire l'avocat du diable. Faut pas miner le moral de la nation, il ne faut pas nuire à l'effort de guerre. Je peux imaginer des situations dans lesquelles tu dis la phrase d'Oliver Wendell Holmes, tu n'as pas le droit de crier au feu dans un cinéma qui est un crowded theater. Donc, tu as des règles comme ça. Je peux imaginer quelqu'un qui veut faire cette défense-là. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ça, mais je peux imaginer quelqu'un qui fait cette défense-là. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que même au premier niveau, sans même qu'on ait fait de commentaires normatifs sur nos préférences morales, leur cas à eux est faible parce qu'ils ont comme choisi des politiques qui sont super démonstratives, mais que ce n'est pas clair s'il y a un effet positif ou négatif au net. Et s'il est là, il pourrait être un petit... En fait, je pense que la plupart des mesures que les gouvernements ont faites, en moyenne, vont arriver à peu près à... Proche de zéro. Peut-être proche de zéro, peut-être plus du côté positif, parce que quand tu en fais autant, c'est inévitable que ça a un effet. Mais des trucs comme, par exemple, accélérer les processus d'approbation des vaccins, ça aurait été plus bénéfice. De déployer immédiatement une loterie pour les gens qui décident de se faire vacciner, parce que ce que tu fais, c'est que tu augmentes la valeur de te faire vacciner égale à la probabilité de gagner un prix. Donc, la loterie vaccinale, je n'ai pas compris pourquoi ça a pris aussi longtemps à arriver. Surtout que ça, c'est dans toute la littérature, là, les loteries
puis des biens publics comme ça, là, on le sait que ça fonctionne. Y a-t-il des exemples du passé, genre, que ça a été utilisé, ce genre de loterie-là? Pour des vaccins, j'en ai pas des exemples. Non, pas pour des vaccins, mais pour des situations de politique publique. Pour ce qu'on appelle des biens publics, là. Donc, disons, tu as un bien qui bénéficie à toute la communauté, mais que tu ne peux pas facilement exclure les gens qui le consomment. Les loteries, c'est la manière la plus ancienne qu'on a de financer, largement parce que ce qui se passe, c'est que c'est comme un mécanisme de souscription. C'est que si tu dis, ben, s'il n'y a pas assez de gens qui achètent le bien, on ne pourra pas produire le bien. Mais on sait que ça se faisait pour des biens publics comme les forts, pour l'armée, pour des trucs comme ça. On sait aussi que ça se fait maintenant pour les vaccins. On a des bons exemples. Mais que l'effet est généralement super positif parce que ceux qui décident de le faire, tu augmentes leur bénéfice marginal de commettre l'activité. Parce que le problème d'un bien public, c'est que la personne, le bénéfice est égal pour tout le monde, mais il y a des gens qui n'ont juste pas envie, qui sont prêts à free-rider. Quand tu mets une loterie, tu augmentes le bénéfice marginal de telle sorte que la personne maintenant veut contribuer au financement de ce bien-là. Donc, il arrête de free-rider. Et où tu as encore la possibilité de free-rider, mais c'est moins... T'en as moins. C'est moins intéressant. À la marge, tu vas avoir moins de free-riders. C'est vraiment efficace, les loteries. Fait que ça, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait plus vite. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas permis l'essai du vaccin sur une base volontaire. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas permis aux gens d'acheter les vaccins. Donc, c'est-à-dire que ça aurait tout à fait possible que quelqu'un... Parce que si tu la carte de crédit, Vincent, pour la santé! Mais, Vincent, si tu veux augmenter... T'es au Canada, ici, au Québec. Si tu veux augmenter l'offre, la quantité offerte d'un service, augmente le prix. C'est aussi simple que ça. Au niveau qu'on faisait payer. Tu sais, la carte soleil, Vincent. Mais pendant le déploiement du vaccin, tout le monde, je vais pousser. Je sais que tu es sarcastique, tu aimes ça rire d'eux autres, mais pendant le déploiement du vaccin, il y avait des complaintes constantes, il y avait des pénuries de vaccins. L'affaire, c'est que pour augmenter la capacité des compagnies pharmaceutiques de produire davantage, les investissements ne prennent pas 10 minutes à déployer. C'est des investissements qui prennent plusieurs mois. Si tu sais que dans 6 mois, tu vas avoir le prix X, puis que les nouveaux investissements vont être à la marge plus coûteux que X, bien, tu ne feras pas les investissements. Ah, puis tu n'augmenteras pas la capacité. Tu as un autre avantage. Tu en as un autre, oublie-le pas. Là. Les plus anxieux. Tu sais, ceux-là qui exigeaient de la mesure, puis de la mesure, puis de la mesure. Les vrais anxieux. Ils auraient été les premiers à sortir la pièce. Et ils auraient été les premiers vaccinés. On aurait été... ils auraient été les premiers heureux. On aurait eu la paix plus vite d'eux autres. C'est pas vrai, là? Moi, il y a une affaire auquel personne n'a jamais pensé, on dirait, mais moi, je ne sais pas pourquoi. C'est plutôt cette stratégie-là que j'aurais utilisée. Si tu veux que les gens fassent quelque chose, tu as juste à leur dire de se dépêcher parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Si tu dis, c'est quoi qui s'est passé au Nintendo? Non, mais au début, c'est quoi qui s'est passé? Non, mais écoute, au début, quand il y avait des pénuries de gants, puis de masques, puis de purelles, il y a du monde qui se battait dans des quincailleries pour en acheter. Mais papier de toilette. À des prix fous, là. Papier de toilette. Quand ils ont commencé à dire qu'il commençait à manquer, c'est quoi ça fait? Il en manquait encore plus. Et moi, je suis certain que si tu arrives la journée où les stands s'ouvrent, puis que tu dis un truc comme les gens feraient ce que vous voulez, là, mais ça se peut qu'il n'y en ait pas pour tout le monde. Vous devriez prendre votre rendez-vous maintenant. Je te garantis. Parce qu'en fait, mon point, je rigole un peu, puis je suis un peu sarcastique, là, mais mon point là-dedans, c'est qu'il y a une mécompréhension totale de comment fonctionne l'être humain de la part des gouvernants. Dans leur tête, c'est comme les gens qui ils vont y aller de bonne foi, puis tout le monde fait ce qu'il faut, puis les gens sont des bons citoyens, puis tout est correct. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens chez qui plus tu vas lui taper sa tête, moins ils vont y aller. Puis plus tu vas les écœurer, plus ils vont te dire non. Jusqu'à, il y a du monde qui sont prêts à perdre le job, puis ils s'en foutent, ils vont aller travailler ailleurs. Ça existe, ces gens-là. Mais oui. C'est pas en les traitant d'idiots, en faisant des conférences de presse, en disant, hey, les autres, c'est des têtes dures, des cabochons. T'es-tu en train de me dire que traiter les gens d'imbéciles, ça les convainc pas de faire la chose que tu veux? Je sais pas, on dirait qu'on l'a constaté. Je suis surpris.
Ben écoute, en même temps, tu sais, je veux dire, je dis souvent que beaucoup de gens à Radio-Canada sont des imbéciles parce qu'ils ne sont pas capables de lire. Pas parce que je les traite d'imbéciles qui font des efforts de lire. Ah non, c'est vrai, ça vient de prouver le point. C'est ça. Hey, mais je veux revenir sur ce qu'on disait un peu par rapport à les experts, hein, parce que ça m'a fait penser à quelque chose pendant que tu parlais. Tu sais, c'est drôle que quand il y a un sujet qui a rapport, mettons, avec la santé ou l'environnement, le fait, par exemple, d'aller chercher deux personnes qui ont une formation scientifique là-dedans, qui vont amener un point, ça se transforme inévitablement en un article qui va dire selon les scientifiques ou selon les experts. Mais quand c'est une question, par exemple, d'économie ou de société, là, ça va être des. Là, c'est comme, tu sais, comment je pourrais dire ça? Je suis certain que tu peux trouver très facilement plusieurs dizaines, voire centaines d'économistes qui vont dire, oui, dans un monde où il y a une certaine liberté économique, ça va mieux que dans une dictature étatiste et socialiste. D'après moi, c'est assez facile à trouver. D'après moi, c'est pas mal un consensus dans la science économique. Mais jamais tu vas voir ça présenté comme une vérité scientifique. Ça va toujours être c'est presque idéologique, en fait. En fait, bientôt, ça va être non pas les experts, ça va être Yel a dit. Donc, Vincent Gelozo a un article économique intéressant. Yel a dit. Ah non, faut pas. OK, c'est vrai, faut pas aller. Excusez, désolé. Vas-y, Vincent, c'est à ton tour. Vincent est en train de crever. On attend. Non. Non, j'ai rien. Je comprends pas je comprends pas le virtue signaling que les gens essayent de faire avec ça. Je m'excuse, ça change complètement le sujet, mais à quel point c'est important. Si la personne me demande de changer la manière dont je réfère à cette personne-là, par politesse, la politesse et la courtoisie dictent un ajustement. Oui. Mais en même temps, la réalité de l'interaction sociale, c'est que c'est déjà assez difficile, en tout cas, du moins pour moi qui est antisocial, c'est déjà assez difficile d'interagir avec d'autres êtres humains sans comprendre des règles de langage plus complexes que celles qu'on a maintenant. C'est beaucoup plus facile sur la prémisse qu'on répète des interactions de dire, OK, allons-y avec un mode défaut, corrigeons pour les exceptions, pour les gens qui sont des cas uniques. Fine, ça fait parfaitement du sens. Et là, surtout si je revois la personne plusieurs fois dans l'avenir, ça fait du sens de me rappeler que cette personne-là a une manière différente d'être référée, pas à ce que je m'attends. Mais la réalité, c'est que dans 99% de la race humaine, la manière dont on se réfère, c'est de manière dichotomique. Il, elle. Puis c'est pas juste ça, ça m'a pris un bon 15 secondes de penser à ma joke. Là. OK, comment je pourrais le dire? OK, je vais le dire comme ça parce que c'est pas juste qu'on n'est pas habitué, c'est que ça se dit vraiment mal. Fait que toute cette histoire-là, moi, elle m'a fait rire un peu parce que j'ai dit, écoute, le côté pratico-pratique de toute la patente là, fait en sorte qu'on n'embarquera pas là-dedans. Hey, j'ai vraiment tout scrappé les affaires à Frank, c'est pas grave. Ah, mais c'est pas grave. mais en même temps, je comprends. Mais sérieusement, c'est donne des affaires qui me chicotent parce que c'est comme si on avait perdu. Non, mais c'est comme si on avait perdu la prémisse qu'on a besoin de respecter d'autres personnes. Que maintenant, on doit faire des règles. Ouais, OK, je comprends ce que tu veux dire. Qui changent. C'est comme si on avait perdu l'idée que le respect est dû à toute personne également et que si une personne me dit, je dis Yann avec un Y, si je dis Yann avec un Y, Yann va me corriger. Si je dis Frank avec un CK, CQ comme genre Frank Dubos, right? Je suis sans joke, c'est j'ai pas respecté ton nom, j'ai pas respecté la manière dont tu t'identifies. Tu me corriges, je corrige. Mais plus simple que ça, je comprends très bien où tu es pas avec ça, Vincent, mais moi, je le résumerais de la manière suivante. C'est pas parce que tu reconnais l'existence d'exceptions que la norme n'existe pas. Exact. L'écriture inclusive, ça a commencé il y a quelques années. Là. Les points E, point E, point S. Là. Si vous avez déjà vu un paragraphe écrit en écriture inclusive, là, c'est insupportable. C'est tough. C'est tough à lire. C'est pas une question d'être fermé d'esprit. C'est tough à lire. C'est pas simple. Il y a des. Tu sais, à un moment donné, tu es là, tu dis, ouais. Puis je sais qu'en anglais, c'est un petit peu différent. Ils vont utiliser, par exemple, des dans certains cas. J'ai une personne, pourquoi il faut que je prenne le D?
Là, arrêtez, là, ces gens. Peux-tu Et, garder ça mais simple? le pire, c'est que ça ne me dérange pas si les gens veulent expérimenter Ouais, avec c'est des correct. nouvelles manières. Allez-y, expérimentez avec des manières différentes d'écrire. Mais la réalité, c'est que ce qui, ce qui me gosse, c'est qu'il y a des gens qui se disent on va. En fait, il y a deux parties qui me gossent. La première, c'est que dans la langue française, tu peux avoir des commandements qui arrivent d'en haut, parce que c'est un langage qui est beaucoup plus codifié. On a l'Académie Ouais. française qui participe beaucoup à la chose. Alors qu'en anglais, la langue est beaucoup plus décentralisée, Les organique. gens ne Donc, suivent c'est pas tout ce à que fait possible. l'Académie française dit. Ben, en anglais, ça va finir C'est avec it vrai. pour tout. Là. Je Oui, pense qu'à un moment donné, c'est ça qui va arriver. Là. peut-être, Ouais. peut-être. Mais l'idée, c'est qu'en anglais, si les gens veulent essayer des nouvelles langues, veulent essayer des variations, je m'en contrefiche. Je m'en contrefiche littéralement. La réalité, par contre, c'est qu'on a tendance à converger vers un standard linguistique par groupe. Quand tu regardes par région, donc en fonction de l'interaction à l'intérieur d'une région, ou si la région est intégrée dans une plus grande région, ben, tu vas avoir un standard linguistique pour tout ce groupe-là. C'est rare que tu as deux personnes à proximité de l'un de l'autre qui parlent deux dialectes complètement différents puis qui font partie du même groupe culturel. La réalité, c'est que c'est naturel de converger vers un standard. Maintenant, s'il y a plus d'exceptions, il va y avoir des standards qui sont moins forts. Puis c'est tout à fait normal dans ce cas-là d'avoir des standards moins forts, mais des standards moins forts, ça veut dire des règles de politesse qui devraient être la prémisse. Si quelqu'un maintenant ne s'identifie pas aussi formellement aux règles du groupe, veut des ordres d'exception, ben, le groupe peut accepter de faire des exceptions pour continuer d'interagir avec cette personne-là. De la même manière que c'est tout à fait normal de quelqu'un qui me dit je veux être appelé X. Je vais t'appeler X. Puisqu'on est dû de se revoir, on va interagir comme ça. Mais la réalité, c'est que ça nie un peu une réalité historique et une sorte de règle normale de comment vivre en société. On doit respect à autrui, indépendamment mais de tu vois, qui ça, ils sont. c'est le point clé de tout ça de ton affaire, c'est que dans un contexte, on tombe sur un Yel là, demain matin. Là. Puis on lui parle, il dit j'aimerais ça que tu m'appelles Yel. Écoute, honnêtement, je vais le faire l'effort parce que ça ne me tente pas de le faire chier. Je veux interagir avec cette personne-là. Puis si je suis en train de lui parler, c'est que je voulais l'interaction. Fait que j'utiliserai Yel au besoin si tel est le cas. L'affaire, c'est que vous avez tous vu un peu le vidéo classique là, des Français autour d'une table ronde, là, puis qu'il y a un animateur qui dit alors bonjour, vous, puis là, il parle, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il dit vraiment au premier interlocuteur, mais il utilise la formule masculine. Mais là, c'est quoi, vous prenez pour acquis que je suis un homme? Puis là, ça part. Puis pendant 3-4 minutes, là, il s'obstine pour ça. Mais pourquoi vous prenez pour acquis que je suis un homme? Non, mais on voulait juste starter une discussion. Tu te dises elle? Non, je peux pas. On peut-tu parler du sujet? Mais c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas une question de respect, justement, entre deux individus comme tu le décris. C'est beaucoup plus c'est du militantisme, en fait. Là. Tu prends pour acquis que je suis un homme. Puis là, ça part. Le débat part. La langue française est déjà quand même assez riche à la base pour être capable de trouver des mots qui, par définition, il y a plusieurs mots qui sont inclusifs en eux-mêmes. Si tu réfères à quelqu'un en parlant de cette personne, une personne, ça peut signifier autant un homme, une femme, 3 petits points. Donc, tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Tu peux parler de quelqu'un en utilisant le terme cette personne, cet individu. Un individu, ça peut référer à une femme autant qu'un homme, autant qu'à quelqu'un qui ne le sait pas. Je veux dire, je ne comprends pas pourquoi il faut réinventer comme une nouvelle langue, ou en tout cas des nouvelles expressions, alors que tout le langage est là. C'est comme la première fois de ma vie que j'avais entendu. Ça vient de l'anglais. Spokesman, c'est plus spokesman, c'est spokesperson. Mais ça s'arrange. Non, mais je me souviens quand j'étais plus. Il y a une couple d'années, j'avais entendu pour la première fois l'expression. Ah ouais, mais ça, c'est un truc, mettons, c'est non-genré. Puis là, ça parlait d'un vêtement. Puis j'étais là, je dis, dans le temps, il existe un mot moins à la mode, on appelait ça unisexe. J'étais comme, je comprends pas pourquoi il faut inventer un nouveau mot. Quoi? Mais dans le temps, quand tu achetais des vêtements, là, mettons, tu vas au magasin, tu achètes un chandail, quand il est autant pour un gars qu'une fille, on appelait ça un vêtement unisexe.
Ben, c'est le principe des cadeaux de bébé. Au lieu d'avoir bleu-rose, quand tu avais une femme qui ne voulait pas savoir le sexe de son bébé à l'échographie, tu lui achetais du vert. J'étais jaune. Exactement. Tiens, regarde. Euh, On le faisait déjà, puis par respect. Hein? Oui, mais en même temps, j'ai l'impression que la proportion de gens qui te demandent. Est très faible. Non, mais qui se disent être des exceptions, c'est probablement plus le reflet du fait qu'on est rendu même à politiser des aspects de nos vies qui vont dans. Ça, c'est peut-être la chose qui me dérange le plus de notre époque, là, c'est la politisation de la sexualité. Ouais. Je comprends que ça a toujours été un sujet éminemment politique, mais parce que tu pourras monter aussi loin que la Grèce antique, il y avait des taxes sur les prostituées pour financer l'État athénien. Donc, c'est pas comme si le sexe faisait pas partie de la vie. C'est pas ça, il y en a qui vont avoir des idées. Ben écoute, c'est comme ça qu'ils ont légalisé le pot. Le reste s'en vient.